En 1991, Squaresoft sortait, sans tambour ni trompette, un spin-off pour Game Boy à sa saga phare, Final Fantasy. Ce qui devait initialement représenter une aventure alternative se déroulant dans l'univers de Final Fantasy, devint le point de départ d'une série particulièrement riche, Seiken Densetsu, la légende de l'épée sacrée. Sous-titré Final Fantasy Gaiden, le premier Seiken Densetsu proposait toutefois un gameplay assez différent de celui auquel on pouvait s'attendre, puisqu'il s'agissait en fait d'un action RPG. Il mélangeait gameplay à la Zelda et éléments propres au RPG, à commencer par un personnage doté de caractéristiques à améliorer. Le joueur dirige un orphelin dont les parents furent tués par un être particulièrement maléfique, le Roi Noir. L'infâme tyran fit prisonnier notre héros et le força à combattre comme gladiateur. Mais un jour, celui-ci découvre que son bourreau, le Roi Noir, accompagné de son acolyte Julius, menace l'équilibre du monde assuré par l'arbre mana, avec la ferme intention de s'approprier l'énergie mana dans un but évident de toute puissance. Le héros part donc défendre le monde face au tyrannique Roi Noir, en commençant par se mettre à la recherche d'un mystérieux Bogard, chevalier censé l'aider dans sa tâche. Si l'on retrouve encore dans ce premier épisode des éléments rappelant Final Fantasy, à commencer par les fameux chocobos, il jette néanmoins les bases d'un univers qui lui est propre. En particulier, les monstres que l'on est amené à combattre sont restés au fil des épisodes, si bien que l'on a vu récemment les mêmes monstres en full 3D sur PS2. De même, la bande originale, composée par Ito Kenji, verra plusieurs de ces thèmes réexploités par la suite. Le jeu, noté plutôt positivement, ne rencontra toutefois qu'un succès relatif. Étonnamment, il s'exporta néanmoins jusque dans nos contrées, dans une version malheureusement en partie gâchée par une traduction en anglais plus qu'approximative, et une version française encore un niveau en dessous. Notons que le jeu fut réédité sur Game Boy Advance dans une version améliorée en tout point, et sorti chez nous sous le nom de Sword of Mana. C'est en 1993 et sur Super Famicom que sort le deuxième épisode de la série. Davantage connu des fans, il présente un scénario et un gameplay plus solides, quoique l'univers puisse paraître un poil plus enfantin. Cette fois-ci, on ne dirige pas un gladiateur, mais un jeune garçon du nom de Landei, qui par erreur décèle l'épée mana. Ce faisant, il provoque la colère des monstres et de fait celle des habitants de son village. Bien vite, il découvre qu'il n'a pu déterrer l'épée que parce qu'il est le seul capable de sauver le monde dont l'équilibre est menacé. Un sinistre sorcier envisage en effet de détourner l'énergie mana et de restaurer le légendaire Fort Mana, dont on dit que le contrôle lui permettrait de créer un monde dont il serait le seul chef. Armé de l'épée sacrée et entouré de ses deux amis, le héros devra déjouer les plans du diabolique sorcier Thanatos, empêcher la restauration du fort et rendre l'énergie mana à ses gardiens. Cet épisode, toujours totalement axé action RPG, introduit de nombreux éléments de gameplay qui firent école. Jouable jusqu'à 3 simultanément, il mélange combat en temps réel et magie invocable à l'aide d'un menu. Ces menus sont organisés sous forme d'anneaux, un système qui sera réexploité dans la plupart des jeux de la série. Riche en rebondissements, le scénario est habilement mis en valeur par des graphismes fins et colorés et par une bande-son composée par Kikuta Hiroki. Les mélodies de cette bande-son particulièrement bien construite restèrent longtemps gravées dans la mémoire des fans. On ne pourra d'ailleurs que recommander de regarder l'oscillation qui leur avait été consacrée. Secret of Mana sortit chez nous dans une version française intégrale correcte, bien que les dialogues soient basés sur la version anglaise au texte largement simplifié par rapport à ceux de la version japonaise. Alors que la Super Famicom est en perte de vitesse, Square sort un deuxième épisode de sa série sur la 16 bits de Nintendo. Il s'agit de Seiken Densetsu 3. Le scénario présente comme un air de déjà-vu. L'équilibre du monde y est une fois encore menacé par des forces maléfiques, cette fois décidées à libérer des monstres divins enfermés dans les pierres mana. Leur but est une fois de plus d'obtenir un pouvoir absolu et de conquérir le monde, au risque de le détruire. Mais décrire le reste du scénario devient plus compliqué pour ce titre, puisque le joueur ne s'apprête pas à diriger un héros prédéfini, mais à choisir en début de partie 3 personnages parmi 6 disponibles, ce qui impactera le déroulement du scénario. Celui-ci se découpe ainsi en 3 sous-scénarios, et en de nombreuses variations de moindre envergure selon les combinaisons de personnages choisis. Il s'agira néanmoins d'aller déterrer l'épée mana pour restaurer la paix et l'équilibre, ainsi que de déjouer les plans du maléfique Prince des Ténèbres. Cette multiplication des scénarios dans un jeu représente la principale innovation par rapport à l'épisode précédent, permettant un contenu particulièrement riche et dense. Le gameplay, lui, change peu, bien que des détails intéressants viennent s'ajouter. Outre l'apparition d'un cycle jour-nuit, on retiendra la séparation de la semaine en 7 jours correspondant aux différents esprits magiques, dont les pouvoirs sont alors renforcés.
L'évolution des personnages se fait également de façon plus complexe avec un système de classes, venant encore renforcer la replay value du jeu. Unanimement apprécié pour ses graphismes somptueux, son gameplay riche et le nombre vertigineux de possibilités sur le plan scénaristique, Seiken Densetsu 3 ne quitta toutefois jamais l'archipel nippon. C'est en 1999 que sort sur PlayStation le 4e volet de la série. Très particulier, il représente pour ainsi dire un ovni dans la série des Seiken Densetsu. En premier lieu, le scénario est minimal. Le monde de Fadiel dans lequel on évolue est réduit à peau de chagrin, les différentes terres et habitants qui le composent ayant été scellés dans d'antiques artefacts. Le but du héros sera donc de restaurer le monde tel qu'il fut, avec ses différentes contrées et ses différentes populations. En partant de ce scénario plus que réduit, le joueur devra, au gré de ses aventures, recréer un monde en partie à sa guise. Ses choix influenceront les quêtes qui lui seront attribuées ainsi que les personnages et la faune qu'il rencontrera. Les quêtes accomplies permettront d'obtenir d'autres artefacts, permettant de créer de nouveaux lieux, ouvrant de nouvelles possibilités et ainsi de suite. Une trame scénaristique se forme ainsi tout au long de l'aventure d'une façon largement influencée par les choix du joueur. Hormis cette particularité, Legend of Mana est un action RPG respectant de nombreux codes des jeux précédents, à commencer par le bestiaire, largement inspiré de ce qu'on trouvait dans les précédents volets. Les graphismes en 2D sont mignons et joliment colorés. La bande-son, bien qu'elle ne marque pas les joueurs outre mesure, est également de très bonne facture. Composée par Yoko Shimomura, elle inclut notamment quelques belles chansons, interprétées par la suédoise Annika Ljungberg, qui chante d'ailleurs dans sa langue maternelle. Malgré ses qualités, il se verra reprocher la répétitivité de ses quêtes et l'absence de réel scénario capable de guider le joueur et de le tenir en haleine. Ces défauts donnèrent au joueur un sentiment mitigé. Certains garderont avant tout le souvenir d'un beau jeu original et pas dénué de charme, tandis que d'autres gardèrent l'impression d'avoir été lâchés dans la nature dans une sorte de jeu d'aventure sans scénario propre et à l'intérêt limité. Il faudra attendre ensuite la deuxième moitié des années 2000 pour voir la série reprendre vie avec plusieurs remakes et plusieurs jeux exclusifs sur les nouvelles consoles. La saga Seiken Densetsu se poursuit encore de nos jours sur divers supports, avec des jeux de qualité variable ne convainquant que rarement les fans de la première heure. Nombreux sont ceux qui, aujourd'hui, attendent encore un jeu de la trempe des épisodes Super Famicom.